Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau stream. Nouvel épisode de Dans la vie 2 et ce soir nous avons avec nous Elodie Gonzalez qui est la fondatrice de Raven Édition. Elodie, bonsoir. Bonsoir Agathe. Est-ce que tu n'aurais pas ton haut-parleur qui serait mis ou quoi parce que je m'entends légèrement en écho. Bon, c'est pas très grave, si vous dans le chat vous me dites si jamais vous entendez un peu trop en écho, mais sinon c'est pas grave, ça Je fera... peux baisser un peu ton son sinon, mais après je suis pas sûre de bien t'entendre. Ouais, ce serait dommage. On va faire en sorte que tu Ouais. m'entendes et que tout se Qu'on passe qu'on nous bien. dise. Alors, Elodie, tu vas inaugurer, enfin non, tu inaugures ce troisième épisode, c'est déjà pas mal. Tu vas être là pour parler de ta maison d'édition. Alors, on a déjà un petit peu parlé de toi dans le tout premier épisode qui se passait avec Cristal Grimonval, puisque tu es donc l'éditrice de Cristal. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, déjà, tout simplement. Première question. On va attaquer cash direct parce qu'on est en retard et que voilà. Moi, j'attaque tout de suite les hostilités en général avec une question très simple. Quel âge as-tu, Elodie? Alors j'ai 26 ans, bientôt Ah bah 27. voilà. Donc, Elodie vient de mettre à tous une claque parce que c'est d'être éditrice, c'est que je rappelle que Cristal était plus âgée qu'elle, donc puisqu'elle nous l'a bien souligné, l'âge du Christ, tout ça, tout ça. 26 ans, bientôt 27. Tu es donc la fondatrice de Raven Édition qui existe depuis janvier 2020, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Voilà, excellente, excellente année pour démarrer une entreprise, on en reparlera. Qu'est-ce qui t'a poussé déjà à créer Raven Édition? Est-ce que tu travaillais dans une autre maison d'édition avant, ou est-ce que tu as démarré cash en disant je crée la mienne? Alors j'ai pu travailler, avec deux maisons d'édition quand j'étais en études. En fait, j'avais des études professionnelles, Mhm. qui faisaient qu'on avait des stages obligatoires et du coup, j'ai été amenée à travailler avec 2 maisons d'édition pendant mes études. Une qui est les éditions Labol, rattachées au code Rousseau, D'accord. donc tout ce qui est sécurité routière, les papiers qui sont utilisés par la police et la gendarmerie Ah oui, donc rien à dans leur voir, mais boulot. effectivement, Voilà, rien à voir, mais c'était très intéressant. Le c'est de code pénal, l'édition. tout ça, je me suis Oui. régalée. Et j'ai aussi travaillé 2 mois en tant qu'assistante éditoriale avec Rebelle Édition. Ah, Voilà, Rebelle j'ai plusieurs Édition, domaines qui du est coup. donc une maison d'édition qui est dans l'Allier. C'est Où ça, ils hein? sont. Ouais. Montluçon, c'est ça, exactement. Donc voilà, pour celles et ceux qui seraient d'Auvergne-Rhône-Alpes, ça vous parle peut-être. En tout cas, moi, je sais que je les ai croisés assez souvent sur des salons du secteur, du coup, puisqu'ils sont pas mal présents. Et donc, de Rebelle Édition, déjà, quand tu travaillais pour eux, est-ce que tu avais déjà, de toute façon, dans cette idée de créer ta propre structure? Oui, effectivement, c'est pour ça que, bah, je remercierai toujours l'éditrice de Rebelle Édition parce que, pendant ces 2 mois, bah, elle connaissait mon projet de monter une maison et on a beaucoup discuté, justement heu, des choses à faire ou ne pas faire quand on est une petite maison d'édition Mhm. pour éviter, voilà, certains pièges. Ok, donc plutôt sur ça, ça s'est pas tiré dans les pattes, entre guillemets, en disant oulala, de la concurrence. Non, non, ça a été plutôt le Non, soutien. c'est ça, très bonne expérience. Enfin, j'espère que ça a été pareil de son côté à elle, mais non, non, ça s'est super bien passé et je suis ravie de mon stage là-bas à l'époque. Alors, on va remonter encore plus loin. Tu disais, donc, tu as travaillé pour ces maisons-là pendant tes études, mais qu'est-ce qui t'a amené sur cette voie, sur ces études-là et dans ce secteur, en fait, tout simplement? Alors, faut dire qu'à la base, j'étais pas du tout partie pour travailler dans ce milieu. J'ai fait des études scientifiques. Voilà, j'ai un bac scientifique spécialité physique-chimie, et je voulais être vétérinaire à l'époque. Ok. Sauf que voilà, je suis pas très, très fan des études, qu'être vétérinaire de ville, ça me tentait pas forcément. Moi, je voulais plutôt être vétérinaire dans les zoos ou les parcs animaliers, pour m'occuper des grosses bêtes. Mais ça demande énormément d'années d'études et non, j'ai fait c'est bon, je ne veux pas aller aussi loin que là. Et donc quand je me suis retrouvée avec mon bac, ben, en fait j'étais un petit peu perdue, je savais pas trop ce que j'allais faire, hein, le fameux, je sais plus comment on appelle ça maintenant, mais c'est au moment où on doit choisir
la branche dans laquelle on veut étudier juste après le bac. Ah, Et en fait, c'est le grâce à ma maman. post-bac, mais je crois que ça a changé de nom Oui, bah, maintenant, ouais. ils ont un nom bizarre, mais Oui, c'est ça, en fait, c'est le d'accord. post-bac. Et en fait, c'est ma maman qui m'a dit: «Mais écoute, tu lis depuis toute petite». Faut savoir qu'à l'époque, je lisais un roman de 500 pages par jour. Il me fallait à peu près 4 heures, donc je profitais de mes heures d'études pour lire. Et elle m'a dit: «Mais écoute, tu aimes lire, alors pourquoi tu travaillerais pas dans ce milieu-là?» Donc c'est vrai que je m'étais jamais posé la question de, qu'est-ce qu'il y avait derrière le livre? Moi, c'était juste, bah, il y a un livre dans une librairie, je l'achète, je le lis et puis je suis contente et puis il y a Ouais, l'auteur, quoi. ouais, ouais. Et en fait, du coup, bah, je me suis renseignée et j'ai vu qu'effectivement, il y avait plein, 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 plein de métiers derrière. Et donc, je me suis lancée dans un DUT, le DUT métier du livre, à Infocom, qui se trouve à Aix-en-Provence, D'accord, qui a une spécificité, c'est qu'en fait, sur 2 ans, pendant 1 an et demi, on a une filière généraliste où en fait, on apprend les métiers de bibliothécaire, de libraire et d'éditeur. Et c'est 2e moitié de la dernière année où on va se spécialiser vraiment dans le métier qui nous a le plus intéressé pendant nos études. mmh, Et je m'étais lancée avec l'idée de faire l'édition et effectivement, j'ai continué là-dedans et et je après je crois suis que partie sur Paris. la casquette libraire, tu connais aussi, Oui, il me semble, effectivement, hein? je suis également libraire, sur Salon du livre où je suis spécialiste manga, pour les éditions Glénat. Donc je fais quelques salons comme, Japan Expo, je fais aussi Angoulême, Quai des Mmh, Bulles à Saint-Malo. ouais. Très prochainement, là, je serai à Montreuil pour le salon du livre jeunesse. Ah oui, oui. Voilà, j'ai hâte Alors d'y retourner. justement, manga, c'était aussi, une passion que tu avais ou c'est au niveau du boulot, ça s'est fait comme ça? Parce que du coup, la question aussi parallèle, c'est, pourquoi pas des éditions dans le manga? Alors, effectivement, le manga, c'est une passion que j'ai depuis, très, très jeune. Je suis même collectionneuse, donc c'est pour ça que je profite de mon boulot un peu, c'est Mmh. pratique pour, compléter ses collections. Mais non, non, en fait, oui, effectivement, j'ai hésité pendant un moment donné où est-ce que je faisais du manga ou est-ce que je faisais du roman de l'imaginaire? Heu, mais j'ai toujours eu cette envie d'aider à faire connaître des auteurs français. OK, Et c'est vrai qu'au fil du temps, mon choix s'est vraiment porté plus sur le roman que sur le manga. d'accord. Ouais, donc ça a été puis en fait, du coup, quelque part, tu as un peu un moyen de pallier, s tes 2 envies, tes 2 passions, enfin de pallier, d'allier plutôt, tes 2 passions à la fois avec ce côté libraire et puis le côté, roman aussi à côté. Ça te permet d'avoir, 2 casquettes et puis de comment? On va dire d'alterner peut-être un peu? C'est ça. Parce Ça fait des pauses. ouais, c'est ça. Alors, du coup, ça rentre aussi dans le vif du sujet parce que tu disais que tu étais libraire à côté, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, tu ne vis pas encore de ton métier d'éditrice? Alors effectivement, je ne vis pas du tout de mon métier d'éditrice. Il faut savoir que, bah, ça fait quasiment 3 ans qu'on s'est lancé et que je n'ai pas encore touché un centime alors que je fais des horaires de 9 heures du matin à 1 heure du matin à peu près, tous les Je jours. confirme parce que je t'ai déjà eu par message vers minuit et quelques sur Instagram où tu me disais: «Je suis en train de bosser», donc Non, c'est ça. effectivement. Alors je prends pas de voilà, je c'est du 7 jours sur 7, je prends très peu de vacances là, les dernières vacances, j'ai profité, on était aux Mmh. USA donc voilà, c'est la petite pause. Mais effectivement, je travaille beaucoup et je ne touche pas d'argent et même mon travail de libraire à côté, bah, il y a pas beaucoup de salons dans l'année, donc je n'en vis pas non plus. Ça permet de compenser, on va dire. Ah oui, parce qu'en fait, ton travail de libraire, c'est vraiment de la représentation que tu fais sur les salons. Oui, c'est ça, parce que Et tu travailles pour Glénat. Donc du coup, t'es pas dans une structure fixe, dans une librairie, avec enfin, comment ça se non. passe, en fait? Alors effectivement, alors je travaille pas exactement pour Glénat, en fait, je travaille pour le libraire qui gère le stand Glénat. Voilà, faut D'accord, savoir qu'en OK. fait, les maisons d'édition passent des contrats avec, des libraires qui vont, gérer le stand et en fait, on voilà, il y a les éditeurs, les personnes qui travaillent dans la maison aussi qui sont sur place pour nous donner des conseils, pour nous gérer un petit peu. Ils gèrent toute la partie auteur en dédicace. Mmh. Nous, on gère tout ce qui est l'installation du stand, la vente, le réassort et le démontage à la fin du salon. D'accord. Heu et donc, ben, moi, je travaille pour le libraire parce que, ben, dans mes études justement, j'avais un stage, en salon du livre. Mon tout premier salon, c'était, bah, c'était Salon du livre de Paris avec justement Glénat, en 2017
Et c'est là que j'ai rencontré ce libraire et bah, mon boulot lui a plu apparemment et donc du coup il m'a proposé de continuer à travailler avec lui sur les autres salons. Maintenant je suis une de ses responsables manga et je gère les autres libraires sur le stand. D'accord, OK. Salon du livre de Paris d'ailleurs dont tu as parlé il y a pas très longtemps, sur ton Instagram, Oui. pour dénoncer quelques petites choses. Mais, du coup, on va en revenir, tu vois? Je me le note, Pas de sur mal. l'aspect salon du livre en tant qu'éditeur et on en reviendra un petit peu plus tard parce que, j'avais une question à te poser qui m'a été envoyée sur Instagram, Mhm. qui est une question qui vient de Jeanne. Et Jeanne qui disait, et je trouvais que ça rebondissait un peu avec ce dont on parlait là maintenant, elle disait qu'elle a découvert sur TikTok Marion Miralta. Alors je ne sais pas si tu connais, moi je ne connais pas en l'occurrence, mais Non, pas surtout, vraiment. c'est pas tant le nom, je pense, que ce que ça signifie. En fait, ça lui a fait réaliser que les éditeurs pouvaient être freelance, alors qu'elle avait toujours imaginé une maison d'édition comme un gros groupe qui brasse beaucoup parce que c'était des investissements, etc. Du coup, elle se demandait, tu as déjà un petit peu répondu à la question, combien de personnes bossent aux éditions Raven? Quels sont les rôles de chacun, comment ça fonctionne, en fait, c'est quoi être éditeur globalement, et c'est quoi le cheminement type quand un auteur arrive jusqu'à l'apparition, jusqu'à la fin de contrat. Donc on va prendre ça un par un. Combien de personnes bossent aux éditions Raven? Une seule. Une seule, effectivement. Enfin, officiellement une seule. D'accord. Après, j'ai bien quelqu'un qui m'aide, qui m'aide, mais officiellement une seule personne. Ok. Euh, donc, finalement, comment tu fonctionnes? Alors, ça doit être plus simple aussi vu que tu es toute seule. Tu joues tous les rôles, hein, quelque part, mais euh, explique-nous quels sont les différents rôles que tu as au sein de ta maison, tels qu'on pourrait les imaginer dans une grosse structure et qui seraient peut-être divisés entre plusieurs personnes, mais que toi, tu fais tout, en fait. Alors, pour expliquer, je pense, parce que je fais beaucoup de choses, donc c'est un peu compliqué de lancer comme ça. On va prendre le parcours d'un livre Ok. classique. Quand l'auteur m'envoie son manuscrit par mail, alors voilà, il faut savoir que je réponds toujours aux mails quand je reçois un manuscrit. Alors, je réponds pas le jour même, sauf si je suis sur mes mails à ce moment-là, donc je réponds, mais sinon, généralement, je le fais une fois par semaine. J'invite les personnes, si jamais elles nous ont envoyé un manuscrit et que je n'ai pas répondu, c'est soit que ma réponse est allée dans leurs indésirables et qu'ils n'ont peut-être pas vérifié, Oui. soit c'est que je n'ai pas du tout reçu le mail. Donc à ce moment-là, qu'elles n'hésitent pas, si au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, je n'ai toujours pas répondu, à me recontacter, donc soit par mail, soit carrément sur les réseaux sociaux, parce que niveau réseaux sociaux, ça va, les Oui. messages arrivent. Parce Soit, que, troisième option, qui a un bug de boîte mail. oui, effectivement, c'est On vrai l'a qu'on a eu un vécu. bug. On l'a vécu. Normalement, il doit être résolu maintenant. Donc, Ok. on a vu avec l'hébergeur. Ah bon. Normalement, notre problème est résolu. Mais effectivement, il y a certains mails qui ne nous arrivaient pas du tout et certains qu'on envoyait qui n'arrivaient pas non plus. Voilà, donc Donc il faut je vraiment suis garder en vraiment, tête, voilà, Raven je suis désolée Édition pour les répond tout personnes. le temps. Donc s'il n'y a pas de réponse, faut pas mal le prendre au haut, c'est plutôt qu'il y a un souci. C'est pas que la réponse euh, restera lettre morte. Donc du coup, quand l'auteur m'envoie son manuscrit, je les lis tous personnellement. Voilà, j'ai pas de comité de lecture parce que j'estime que si je veux pouvoir vendre moi un livre et pouvoir travailler en confiance avec l'auteur, faut que je connaisse son ouvrage Mhm. et pas que je lui dise juste ah il a l'air génial, t'as une plume magnifique, mais en fait ton livre j'en connais rien parce que j'ai lu 3 lignes. Mhm. Donc je lis vraiment tous les manuscrits et quand je fais un retour mail qui soit positif ou négatif, je dis toujours souvent pourquoi, même très souvent, toujours quand même, il faut y aller. Pourquoi en fait je n'accepte pas un manuscrit et qu'est-ce qui pour moi a péché ou qu'est-ce qui serait peut-être bien amélioré. Des fois c'est juste qu'il n'y a pas eu de coup de cœur, mais le livre il est très bien tel qu'il est et que c'est voilà, c'est juste que ça ne fera pas avec moi parce que bah, je suis lectrice avant tout et voilà, il y a des affinités. Oui, c'est ça. Si ça t'a pas Euh, plu, ça t'a pas plu, quoi. Voilà, ça arrive. Des fois, en plus, il y a plusieurs livres qui me plaisent, mais je ne sors que 1 ou 2 livres par an, donc je peux pas accepter tous les livres qui me plaisent non plus. Malheureusement, voilà, j'aimerais bien, mais actuellement, c'est pas possible. Donc, si j'accepte le manuscrit, une fois que le contrat est signé, il y a un petit temps d'attente parce que bah, je travaille sur d'autres livres en préparation, mais quand c'est le tour de l'auteur, il va y avoir plusieurs relectures déjà. J'ai déjà lu le manuscrit, Mhm. puis va y avoir une nouvelle relecture où là, je vais envoyer avec des commentaires
Tout ce qui, pour moi, serait à retravailler d'abord sur le fond de l'histoire, que ce soit un développement de scène, à l'inverse, un passage trop décrit qui peut être trop long, donc il faudrait peut-être raccourcir pour donner un peu plus de punch à la scène. Je peux aussi amener des fois des idées pour le développement d'un personnage, de dire bah, là c'est intéressant, peut-être qu'il ressent ça, mais c'est pas assez développé dans le livre, donc on pourrait peut-être ajouter une scène ou deux où on met en avant euh, cet aspect-là du personnage. Mhm. Donc il y a un gros retravail de fond avec l'auteur. Quand le travail de fond est fait, à ce moment-là, c'est un travail qui commence seul, où je vais faire donc une troisième relecture sur la forme, où je vais faire toute la partie correction du texte. Une quatrième relecture, où là, je vais m'intéresser plutôt à tout ce qui est verbe terne et répétition, sachant qu'on ne peut pas tout enlever, c'est pas possible dans la langue française, il y a forcément quelques répétitions, on essaye d'en enlever le plus possible. Et une fois que ça c'est fait, ben, il y a toute la partie travail avec l'illustrateur, où j'essaye de voir avec l'auteur qu'est-ce qu'il aimerait comme couverture. J'essaye de respecter au maximum son désir de couverture. Après, voilà, on travaille avec Gaëtan Walzer, qui est connu comme Spartan sur les réseaux sociaux, D'accord. qui, lui, à partir des idées que soumet l'auteur, va proposer 2, 3 couvertures euh, par rapport à ce que lui peut faire en fonction de ce qui a été demandé. Et c'est à partir de ça que voilà, l'auteur va à nouveau choisir, en concertation avec moi, quelle est la couverture qu'il préfère ou quelle couverture représenterait le mieux son livre. Et petit à petit, comme ça, il va y avoir plusieurs soumissions, que ce soit pour la mise en scène, que ce soit pour les couleurs, pour certains détails qu'on voudrait voir ajoutés dans l'image, qui nous semblent importantes, ou même sur le style de police du titre. Mhm. Et après, il y a le travail avec l'imprimeur, du coup, une fois que le B a été. Parce qu'il y a une dernière relecture, une fois que tout a été mis en page, corrigé, etc. Parce que je fais la mise en page aussi. Mhm. À ce moment-là, et ben, il y a une dernière relecture commune avec l'auteur. Et si on valide tous les deux, à ce moment-là, il est envoyé à l'imprimeur. Une fois que moi j'ai reçu les livres de l'imprimeur, ce qui prend à peu près 2 bonnes semaines, bah, y a toute la partie communication sur les réseaux, la partie gestion de stock, vente, les salons, il faut trouver des salons. Voilà. Ouais. C'est la Je cherche beaucoup de communication, c'est tout salons. ça, ouais. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de place pour le moment parce que les Mm. places sont limitées dans les salons spécialisés. On espère avoir un peu plus de place en 2023 et Mm. puis pouvoir rencontrer plus de monde sur les salons parce que ça fait toujours plaisir de rencontrer des lecteurs, d'avoir leur retour, C'est le nerf voilà, de que ce la soit les guerre, hein. éditeurs C'est ou les vrai, auteurs. d'autant plus en plus petite maison d'édition, c'est vraiment là où tout se joue, entre guillemets, quoi. Effectivement. Il y a une question qui m'est venue pendant que tu parlais. Est-ce que tu disais que tu faisais un premier retravail sur le fond en disant bah là tel personnage pourrait être peut-être un petit peu plus décrit ou autre. Ça peut paraître bête comme question, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as appris lors de tes études ou est-ce que c'est quelque chose que finalement tu as développé de par toutes tes lectures, de par voilà, tu as développé toi ton propre esprit critique sur ça. Alors non, ça c'est pas quelque chose qu'on apprend dans les études. On apprend surtout la partie théorique, tout ce qui est vraiment correction pure de dur. C'est pour ça que tu es La très à la correction de pointe sur fond, la correction pure et dure. ouais, pure de dur. La correction de fond, c'est vraiment quelque chose de personnel. Voilà, suivant les éditeurs, on n'aurait pas modifié le texte de la même façon. C'est vraiment mon ressenti, moi, en tant que lecteur, ou quand je prends un manuscrit, en fait, je le prends vraiment comme un livre. Je suis lecteur, j'ai acheté le livre, Ouais. je le découvre, euh, Qu'est-ce qui et au manque? fur et à Qu'est-ce qui mesure de ma vaut? lecture, je prends des notes. Ah, là, je me suis posé telle question. Est-ce que dans ma lecture, plus tard, je vais avoir une réponse, ou est-ce Mhm. qu'à la fin du livre, je vais toujours avoir cette interrogation? D'autres passages où je me dis, ah, ce personnage, il était super, ou en tout cas, il aurait pu être super, mais il apparaît pas assez. Ou alors, certains passages sur lui, en fait, ont été un peu expédiés, et du coup, ça m'a enlevé un petit peu d'attache que j'aurais pu avoir avec le personnage. Et voilà, c'est vraiment un ressenti personnel de mes lectures. Puis Mhm. j'en parlais avec l'auteur. Il y a des fois avec les auteurs, on n'est pas d'accord. Le but, c'est pas d'obliger l'auteur à faire des modifications, c'est vraiment que on soit tous les deux sur la même longueur d'onde et que le livre corresponde au plus près de ce qu'il voulait dire ou faire. Voilà. Oui, Moi, il je peux avoir faut une pas interprétation. dénaturer ce qu'il cherchait à dire malgré tout, quoi. Voilà, Mm. c'est ça. Il m'est arrivé d'avoir une interprétation d'un personnage ou du texte, et que quand j'en discute avec l'auteur il me dit bah non, en fait, c'est pas du tout ça ce que je voulais amener. Alors on D'accord, en discute, et des fois, on fait juste quelques modifications de phrases pour aller plus proche du sens que voulait l'auteur à la base. d'accord.
En sachant qu'effectivement, tes auteurs t'ont donné un petit surnom, sur la partie correction, globale. Est-ce que tu veux bien partager avec nous, ce surnom? Ah oui, sans problème, d'ailleurs, j'aime beaucoup. On m'a surnommée Cruella. Je le dois à Nessa O'Connor, d'ailleurs, Qui est voilà, qui l'autrice un donc jour m'a de appelée Tueuse d'Alpha. Cruella, OK. la tueuse d'Alpha. Elle m'a appelée Cruella et en fait, ben, c'est resté. Et du coup, ils partagent tous, Ouais, alors c'est mon vrai que souvenir. c'est toujours la première fois, je crois que Christelle, m'avait donné ce surnom. Je ne sais pas si on s'était déjà rencontrés ou non, mais c'est vrai que sur le coup, j'étais là: «Waouh, d'accord, OK, ça donne vachement envie et tout» et puis en fait, le truc, c'est qu'elle te dit ça avec un gros smile, donc tu dis: «Bon, OK, c'est que, ça doit être plutôt positif, c'est plutôt une bonne chose». Et en même temps, on en parlait la dernière fois, moi j'avais le problème inverse, avec mon éditeur, je peux le dire, aujourd'hui, j'avais déjà un peu commencé à le dire, c'est que clairement j'avais, pas assez de corrections, voire, même aucune en fait. Du coup, je pense qu'en tant qu'autrice, je préférais largement quelqu'un qui en fait, plein plutôt que, qui n'en fait pas du tout. Ah Parce que écoute, parce que c'est ça, la correction, ça montre que, bah, voilà, tout est améliorable et que justement, corriger, ça veut dire qu'on veut en montrer, en donner le meilleur, de l'ouvrage, quoi, finalement. c'est ça. Mon objectif à moi, c'est vraiment que quand le lecteur, achète un de nos livres, qu'il nous fait confiance et qu'il l'achète, qu'il ait pas de déception, Oui. que ce soit pour le lecteur, mais aussi pour l'auteur. Vraiment, l'auteur, je pense que quand on édite un ouvrage, on se dit pas, je vais l'éditer une fois, bon, il sera peut-être pas terrible, Mmh. mais pas grave, je l'éditerai plus tard, il sera plus beau, il sera plus travaillé parce que j'aurai de l'expérience. Je veux Mmh. vraiment que mes auteurs, quand leur livre ils sortent, ils se disent, bah, c'est mon bébé, il est beau, il est comme il est, Mmh. mais je suis heureux qu'il soit sorti comme ça et vraiment limite qu'il dépasse ce que l'auteur avait imaginé à la base. Ouais. Et je sais pas si mes auteurs ressentent ça, mais moi je sais que j'ai une énorme satisfaction à chaque fois que je reçois les livres de l'imprimeur, la première fois que je vois la couverture, que je le feuillette, que je vois les décorations intérieures, la mise en Mmh. page, que ça rend super bien. Et voilà, c'est vraiment, c'est pour ça que je travaille que sur un seul livre en même temps à chaque fois, Ouais. parce que je veux lui accorder toute mon attention Oui. et pas après avoir le livre et me dire ah la déception, ça j'aurais peut-être pu le faire comme ça ou pas. Alors effectivement, il y a toujours des petites choses qui vont pas. Il y a quelques coquilles, des petits problèmes d'impression des fois, ou des lettres n'ont pas été imprimées. Mmh. Voilà, malheureusement ça arrive. Le livre peut pas être à 100% parfait, mais j'espère que quand les gens le lisent, bah, ils se disent ah je regrette pas de l'avoir acheté et en Mmh. fait c'est un beau livre dans mon étagère. Ouais. Alors d'ailleurs, si parmi les gens là qui nous regardent, il y a, l'un ou l'une de tes autrices, l'un de tes auteurs ou l'une de tes autrices, eh bien qu'ils n'hésitent pas à dire, si, c'est ce qu'ils ont ressenti aussi en recevant, leur livre. Je crois savoir que Christelle était quand même super contente, quand elle a vu arriver le livre, et c'est vrai que ouais, ça fait toujours quelque chose, et tu vois, il y a pas si longtemps que ça, moi j'ai reçu un mail d'une lectrice, qui avait acheté mon livre sur un salon, qui a beaucoup aimé sa lecture, enfin elle a dit, «L'histoire, j'ai adoré» et cetera et qui m'a dit: «Mais par contre, j'ai eu une grosse déception. J'ai eu le sentiment que le secrétaire d'édition n'a pas fait son taf». Alors il n'y avait pas de secrétaire d'édition, hein, l'éditeur était seul aussi dans sa structure, mais il dit: «Voilà, j'ai eu l'impression que le travail n'avait pas été fait, parce qu'il y avait ci, ça». Bon, bah, c'est clair qu'en tant qu'auteur, ça fait mal parce que, certes, c'est pas «mon travail à moi» entre guillemets qui est remis en cause, mais ça me décrédibilise tout pareil, en fait et en même temps, je suis très contente d'avoir des gens qui osent le dire parce que c'est bien. Il faut, je trouve aussi, il y a pas que le positif qu'il faut renvoyer, il y a aussi, les choses qui vont pas. Mais du coup, je vois ce que tu veux dire quand tu dis: «Il faut que, bah, il y ait aucune déception de la part du lecteur», quoi. Parce que, ben, c'est pas le but. Quand le livre, il sort, il est pas censé avoir de déception derrière, à part éventuellement une déception de l'histoire parce que, son appétence personnelle fait que, on n'a pas accroché sur l'histoire, mais bon, bah, ça arrive, hein, ça c'est les goûts et les couleurs, comme on dit. Mais, heu, mais voilà, c'est tout à ton honneur. Et ce qui est tout à ton honneur aussi, je rebondis sur un truc que tu disais tout à l'heure, c'est que, tu disais que non seulement tu répondais à tout le monde, ce qui n'est pas le cas de tous les éditeurs, mais en plus de ça, tu réponds en disant pourquoi. Et c'est vrai que bah, sur ça aussi, tu te facilites pas la tâche parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition, et notamment des grandes maisons d'édition, où ils sont beaucoup plus nombreux.
qui ne prennent pas la peine d'expliquer pourquoi, qui des fois ne prennent même pas la peine de dire que c'est non. Ils disent juste si dans 6 mois vous n'avez pas de nouvelles, c'est que c'est non, 6 ou 9 mois, mais ils donnent pas non plus l'explication du pourquoi. Donc tu te facilites pas la tâche sur ça. Qu'est-ce qui fait que toi, t'as dit non, si je refuse, je veux expliquer pourquoi? Alors ça, c'est quelque chose qui me vient de mes études encore. Quand à l'époque, je venais de terminer ma licence et que je cherchais un master dans l'édition, bah, en fait, je me suis rendu compte que j'ai envoyé, et même pour des alternances, parce que j'ai fait une année en alternance, et pour des recherches de stage, c'était exactement la même chose, qu'en fait, très souvent, on envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de CV, et que les entreprises ne prennent même pas la peine de nous dire, ben, en fait, on a bien reçu votre CV, mais votre profil ne nous intéresse pas. J'ai dû envoyer plusieurs centaines de CV Mmh. et j'ai dû obtenir 2 ou 3 réponses Ah, maximum. ouais, je connais ça aussi. Voilà, et c'est frustrant parce Ah qu'en fait, ouais. on est toujours dans l'attente de se dire: «Mais est-ce que j'ai un silence parce qu'on m'a refusé? Ou est-ce que j'ai un silence parce que, la personne n'a pas reçu mon CV, n'a pas reçu ma candidature?» heu, ou est-ce que parce que, bah, ils ont plein de choses à étudier et que ça prend du temps? Moi, il faut savoir que généralement, c'est rare que je réponde maintenant avant 4 6 mois, Mmh. pour les manuscrits, bah, parce que je les lis tous, que je les lis dans l'ordre, il y a pas de préférence. Mais c'est C'est pas un parce délai le qui thème est d'un logique. livre me plaît Mmh. que je vais le lire avant les autres. Non, non, c'est je l'ai reçu à telle date, et ben je le lirai avant celui qui est arrivé le jour d'après. Heu, mais j'ai aussi mon travail, d'éditrice, à faire sur le livre que je prépare. J'ai aussi, bah, à préparer les salons du livre, à prospecter, à répondre sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est énormément de travail, donc je ne peux pas passer ma journée, à lire, les manuscrits. Généralement, il faut savoir que quand j'ai fini ma journée vers 11h30 minuit, bah, je prends 1 heure et demie, de ma nuit pour lire un peu les manuscrits. Ouais. Donc la lecture est assez lente. Voilà, donc je m'excuse si certaines personnes, bah, attendent depuis longtemps, voilà, c'est malheureusement, je réponds, mais voilà, c'est un peu long. Après Mais du c'est un coup, délai qui me paraît cohérent, en vrai. oui, alors après, il m'est arrivé d'avoir des délais d'1 an malheureusement, parce que, bah, il y a une période où j'ai reçu énormément de manuscrits. Il faut savoir que là, j'en ai encore une cinquantaine à lire, Ouais, heu, qui m'attendent, donc un petit peu chargée. c'est beaucoup, ouais. Heu Mais voilà, je me suis dit: «Je veux pas que l'auteur, se dise: "Ah, ils ont reçu mon manuscrit, mais il y a pas de réponse. Est-ce que c'est parce que mon manuscrit, il est nul?" Alors déjà, il faut savoir qu'aucun manuscrit n'est nul. Hem, Soit c'est parce qu'il peut être amélioré, comme à peu près tout dans la vie, on peut toujours à peu près tout améliorer. Mmh. Soit juste parce qu'il ne m'a pas, accrochée comme lectrice, tout simplement. Comme tu disais, les goûts et les couleurs, moi je sais que des fois il y a des chroniques sur nos livres qui sont super positives, d'autres où la personne elle va dire: «Ouais, j'ai pas accroché» ou même: «J'ai abandonné la lecture». Mmh. Alors ça ne me dérange pas que les gens abandonnent leur lecture, au contraire, voilà, c'est juste que, bah, ça leur a pas plu. Je suis désolée qu'ils aient acheté un livre qui ne leur ait pas plu, mais voilà, ça fait partie du «jeu» entre guillemets, on peut pas plaire Oui, à tout le monde, c'est ça. Et là, pour le coup, et c'est pas de ton c'est ressort entre guillemets, quoi. voilà, et c'est pareil pour les manuscrits, en fait. Voilà, il y a certains où on peut améliorer des choses, ou d'autres qui ne correspondent pas totalement à notre ligne éditoriale, et certains qui sont parfaits, si on peut dire ça comme ça, mais juste qu'en tant que lectrice, bah, j'ai pas eu le coup de cœur que j'attends pour prendre le manuscrit. C'est juste ça, et donc c'est pour ça que je prends la peine juste déjà de répondre, de dire oui. Mmh. Évidemment, si je veux signer le Ouais. contrat, mais sinon de dire non, et aussi, quand je dis non, bah, voilà, j'aimerais juste l'expliquer à l'auteur, pas qu'il se dise: «Ah voilà, mon manuscrit il est nul». Non, il y a pas de manuscrit nul. J'explique pourquoi moi il m'a pas intéressé. Soit j'ai pas eu de coup de cœur, soit c'est parce que pour moi, il y avait des petites choses qui étaient, à revoir, et sachant que je prends à peu près 6 mois pour un livre, je peux pas non plus me permettre d'avoir un livre où il y aurait trop de Trop de retravail. travail à De faire. dire à l'auteur: «Je te signe, mais ton livre il sortira dans 5 ans», Ouais. parce que, bah, il y a trop de retravail dessus, et le temps que tu fasses ton retravail, il y a d'autres livres qui vont passer avant le tien, ça va retarder. Voilà, je veux pas donner ce genre d'attente à un auteur. S'il peut être édité dans une autre maison d'édition,
et être édité plus tôt, bah, tant mieux. Voilà, il Mmh. poursuit son rêve avec quelqu'un d'autre et j'en suis heureuse. Euh, donc c'est pour ça que quand il y a beaucoup trop de retravail, souvent, soit j'ai des idées précises et je sais comment je vais amener la chose et ça peut aller vite et je peux le signer. Mais quand c'est beaucoup de retravail et qu'il faut que je vois avec l'auteur, qu'on se mette d'accord et c'est très long et je veux pas faire attendre l'auteur pour rien. Donc je préfère dire non. Alors c'est marrant parce que au final, toi, le travail que tu fais, alors c'est un travail qui paraît, «évident» entre guillemets, pour un éditeur. Enfin, ce qui paraît logique en fait qu'un éditeur doit faire. C'est pas toujours le cas, malheureusement, que ce soit sur des petites ou sur des grosses maisons d'édition. Moi, j'ai même déjà entendu des auteurs dire, moi j'étais dans une grande maison, connue, etc. Et en fait, j'en suis partie pour aller dans une plus petite structure parce que je me trouvais mieux accompagnée sur ces structures-là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des auteurs, des autrices qui te disent ça, qui te disent, bah, en fait, je préfère travailler avec des plus petites maisons d'édition? Alors j'en ai eu qui sont chez d'autres maisons d'édition qui m'ont raconté que ils avaient l'impression d'être des numéros. C'est comme ça qu'ils me l'ont décrit. Voilà, t'es un numéro, ton livre, bah, t'as la période où l'éditeur, l'assistant éditorial va travailler dessus. Et une fois que ton livre est sorti, ben, ils passent de suite à un autre livre et ils ont l'impression euh, d'être un peu abandonnés en fait. Après, certains s'en plaignent pas forcément parce que qui dit grande maison d'édition dit grande notoriété. Mhm. Et je constate souvent que les lecteurs achètent certains livres pas parce que le style de l'auteur leur plaît ou que le thème leur parle, mais parce que c'est telle maison d'édition qui l'a publié Ouais. et ils ont confiance en cette maison d'édition, ils ont plein de livres de la maison d'édition et ils se disent bah si cette maison d'édition l'a édité, c'est forcément que le livre est bien. Voilà. Après, ben, du coup, on lit le livre et effectivement, ça peut plaire, ou je sais que certains disent que bah, du coup, ils ont été déçus, mais ça, c'est comme partout, que ce soit une grande maison ou une petite maison. La différence, voilà, c'est que l'auteur disait, effectivement, je faisais beaucoup de ventes dans la grande maison d'édition, parce que les gens achetaient mon livre, parce qu'il y avait le nom de la maison d'édition sur la couverture. Mm. Euh, mais ben, une fois que mon livre était sorti, en fait, ben, j'empochais l'argent et c'était tout, quoi. Il y Ouais. avait, Il y avait plus il y avait les salons de temps en temps, et d'échange. encore, bah, ils invitaient que les grands, grands noms. Euh, et voilà, ils n'avaient pas ce côté. Moi, je sais que chez Raven, j'ai toujours considéré que les auteurs qui sont dans la maison d'édition, on est comme une famille. Donc, souvent, nos conversations, on parle boulot, et puis après, on va dégraisser sur la vie personnelle. Mm. Voilà, si je fais beaucoup de social avec mes auteurs, mais j'adore ça. Voilà. J'en ai entendu parler, c'est pour ça, effectivement, j'acquiesce, mais oui, oui, Voilà. effectivement, mais c'est ce qui est apprécié aussi, hein, c'est ce que j'ai ressenti. Et moi, c'est ce qui m'a plu aussi dans ton fonctionnement. Alors, effectivement, le côté social, ça doit pas. Il y a des fois, ça doit être aussi pas évident, mais c'est ce lien en fait que tu veux créer avec tes autrices et tes auteurs, quoi. C'est Là, ça. t'en as. Je veux pas être leur patronne, en fait. Ouais, Je sais pas si tu vois, mais en fait, je pense t'es leur vraiment que. éditrice. Alors, je suis leur éditrice, mais même pas. Mm, Dans le sens où je considère que il peut pas y avoir d'éditeur sans auteur. Parce que si personne n'écrit des livres, nous, on peut pas éditer de livres. ouais. Donc, en fait, je me considère pas comme l'éditeur qui va dire bah ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, corrige-moi ça et fais comme ça et puis c'est tout. En fait, c'est vraiment une collaboration comme deux auteurs qui écrivent à quatre mains. Mm, Euh, c'est vraiment un travail, un duo, même un trio à un moment donné avec l'illustrateur, où on est tous au même niveau, on a tous notre avis à donner, et vraiment, faut que voilà, le but c'est que le livre soit le mieux possible et que tout le monde en soit satisfait. Et voilà, si l'auteur n'est pas satisfait de quelque chose, ben, je veux pas le forcer, je veux, voilà, je veux vraiment que ça lui plaise, quoi. ouais. Qu'il Mais vive l'aventure à fond et qu'il regrette rien de cette aventure. mais je trouve que c'est une belle approche. Enfin, en tout cas, en tant qu'autrice, je trouve que c'est une belle approche. Quand je disais tu es leur éditrice, c'était pas dans le sens quand tu disais je suis pas leur patronne ou quoi. C'est quelque part, je me dis l'éditeur est aussi là pour ben, mettre en valeur le travail de l'auteur et de l'autrice, de le, de le pousser vers le haut et donc de se pousser mutuellement vers le haut en fait parce que bah, si l'éditeur l'éditrice sort
un livre qu'il a contribué à améliorer dans ce travail à quatre mains, et ben ça va aussi avoir des retombées pour la maison d'édition en fait. Donc ouais, c'est ça, c'est une collaboration en fait, c'est C'est ça, vraiment ça, ouais. vraiment une collaboration. Alors je pense qu'on a plutôt bien répondu à la question de Jeanne, puisque tu as expliqué tout en détail effectivement bah, c'est quoi d'être éditeur finalement, et puis le cheminement, hein, t'expliquais tout à l'heure aussi sur la couverture, sur les différents types de corrections, et puis évidemment l'impression. Alors c'est marrant parce qu'effectivement elle parlait de fin de contrat. Mmh. C'est un peu plus subtil que ça en fait. Il n'y a pas réellement de fin de contrat à proprement parler. Alors si l'auteur veut quitter la maison, mais tant que le livre est édité, c'est un petit peu continu en fait. Explique-nous justement, parce qu'il y a des subtilités à tout ça. Moi je les connais pas toutes, donc. Alors, si je devais résumer grossièrement, effectivement, quand un auteur signe un contrat d'édition, alors il faut savoir qu'un contrat ne peut pas être illimité. Il y a une période de temps qui est indiquée sur le contrat. La nuance, c'est que si cette date de contrat arrive et que l'auteur ne demande pas à y mettre fin, à ce moment-là, le contrat est renouvelé tous les ans. Tous les ans, il se renouvelle, il se renouvelle, il se renouvelle, tant que l'auteur ne veut pas partir. Et si entre-temps l'auteur veut partir, à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a certaines maisons d'édition qui disent bah non, attends la fin de ton contrat avant de partir. Moi, je suis dans l'optique de dire que si l'auteur il veut partir, bon, il n'est pas en prison, quoi. S'il veut récupérer ses droits et que il veut aller travailler ailleurs parce qu'il n'est pas content de la maison d'édition, ce qui pourrait arriver un jour, j'espère pas, mais voilà, l'auteur est tout à fait libre. Voilà, il me dit juste, bah, je veux partir, bah, il fait les papiers qui sont nécessaires à la rupture d'un contrat, et je lui rends ses droits, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, après, il y a plusieurs, souvent c'est indiqué dans le contrat, il y a plusieurs clauses qui font qu'un contrat peut être euh, abrogé, notamment, effectivement, si le livre n'est plus disponible, n'est plus mis en vente. À ce moment-là, si l'éditeur ne l'en met pas en vente dans un certain délai, effectivement, l'auteur peut dire, bah, puisque mon livre n'est plus vendu, puisqu'il n'est plus dans votre catalogue, je peux récupérer mes droits dessus. Mm. C'est une des possibilités. Ok, bon, tu vois, comme ça, on saura tout. J'avais une autre question sur Instagram qui est de quelqu'un qui devrait pas te parler. Elle s'appelle Cristal. Non, je connais pas du tout. Et elle te demande, je vais la retrouver. Hop là. Est-ce que la partie correction d'un manuscrit te plaît? Elle parle davantage de la forme quand elle pose cette question. Alors oui, la partie de correction que je préfère, effectivement, c'est la forme. Enfin, non. Ah oui, non. Non, la forme, non. Je déteste la forme. La Non, forme, pas le fond. Attention. le Donc on non, non, parle j'adore orthographe, grammaire, conjugaison, tout ça, quoi. je dois dire que je déteste. Dans le sens où je déteste corriger, parce que j'adore ça. Le souci, c'est quand on doit corriger un livre qui fait plus de 500 pages, et qu'il faut rester concentré tout du long, et parfois même relire plusieurs fois un même chapitre pour être sûr de pas avoir, de pas être passé à côté d'une faute, parce qu'il faut savoir, c'est quelque chose qu'on nous apprend très vite, c'est que le cerveau a une manière très bizarre de fonctionner, c'est que si on met deux fautes l'une à côté de l'autre, le cerveau ne va voir que la plus grosse et il va complètement ignorer la petite. Ouais. Voilà. C'est le fonctionnement du cerveau humain. Donc du coup, eh ben, il peut arriver des fois qu'on fasse deux fautes l'une à côté de l'autre et que quand je corrige, bah, du coup, bah, je vois la grosse et pas la petite. Alors du coup, je m'oblige à lire le même chapitre pour m'assurer en relisant que je n'ai pas raté quelques petites fautes comme ça, puisqu'il n'y a plus la grosse faute à côté. Normalement, le cerveau repère. Et il faut savoir que c'est très très long. Et ce que je déteste le plus, j'avoue, c'est les répétitions et les verbes ternes. Parce que c'est un casse-tête. Mais alors un casse-tête. Surtout, bah, je pense à Crystal notamment, hein, elle comprendra pourquoi, on en a longuement discuté, mais parce que Crystal a une plume très poétique, avec un vocabulaire très recherché, des fois très spécifique pour certaines scènes, comme ces scènes avec les bateaux. Je sais qu'elle adore les bateaux, qu'elle s'est beaucoup documentée. On en avait parlé Mais la dernière fois aussi, d'ailleurs, ouais, effectivement. oui,
Et il faut dire que l'éditeur, ben, bon, on sait pas mal de choses sur le milieu éditorial, mais on n'a pas la science infuse pour tous les domaines du monde. Donc des fois, quand on se retrouve avec des manuscrits bah, qui parlent de bateaux et de vocabulaire maritime, ben, voilà, on est comme l'auteur, on fait des recherches pour savoir de quoi l'auteur parle, pour être sûr de bien comprendre la scène, le sens qui est mis derrière. Et quand on se retrouve avec des répétitions de vocabulaire bien spécifique, bon, on est en mode il faut que je le remplace, c'est obligé parce que bah, la répétition est trop proche. Mmh. Mais voilà, il faut réussir à trouver un mot qui colle avec le sens que Ouais. l'auteur a voulu donner. Et ça, parfois, c'est très, très, très compliqué. Voilà. Oui, Donc non, effectivement. j'aime pas du tout. Ça me prend beaucoup de temps. Là, pour le prochain livre qui va sortir, j'approche très fortement de cette partie-là et j'avoue que je redoute un petit peu, parce que ce sera pas un petit livre non plus, normalement. Ouais. Donc tu as un minimum, toi, que tu te fixes, de taille de livre que tu acceptes? Effectivement, j'ai un minimum. Généralement, je ne prends pas en dessous de 400 000 signes, à Ce peu qui près. fait à peu près combien de pages? Euh, Ça doit faire autour de, je sais pas, 300 pages, quelque chose comme ça, de tête. D'accord. Voilà, je prends pas en dessous, parce que faut savoir que mon objectif en tant qu'éditeur, quand j'ai voulu créer ma maison d'édition, ça a toujours été d'avoir des livres avec de belles couvertures, Ouais. un peu comme les livres qu'on a aux États-Unis. Parce que j'ai toujours été déçue en tant que lectrice de voir les couvertures des versions américaines Mmh. et les couvertures qu'on faisait en France. Quand le livre sortait, j'avais envie d'acheter le livre américain juste pour avoir la belle couverture. Le problème, c'est qu'à l'époque, mon anglais était pas terrible, terrible. Du coup, je devais me contenter de la version française. Et je m'étais toujours dit, si un jour j'écris un livre ou si je sors un livre, je veux absolument pouvoir offrir au lecteur une couverture qui soit aussi belle que les couvertures aux États-Unis. Donc, une très grosse partie du budget du livre, elle est pour la couverture. D'accord. OK. Et le problème, c'est que bah, les petits livres, ils vendent moins cher que les gros. Mmh. Donc du coup, il faudrait que j'en vende beaucoup plus pour pouvoir rembourser juste les frais que moi j'ai investis en tant qu'éditeur pour que le livre sorte, que ce soit pour l'impression, la couverture, etc. Les frais de port. Euh, et ce serait très compliqué parce que malheureusement, ben, on n'a pas encore la notoriété suffisante. Donc oui, on a fini avec la question, de Cristal qui demandait, donc sur la correction sur la forme. Je pense que cette question était donc, à escient puisque manifestement elle devait très bien savoir que ta réponse allait être: «Non, je déteste ça, quelle horreur!» Là, tu en as combien d'auteurs signés chez toi? Hum, 6, enfin 5 et demi. Ça veut dire quoi 5 et demi? C'est-à-dire qu'il y a un contrat qui est toujours pas tout à fait officiellement signé. Voilà. Mmh. Ah oui, OK. Mais qui est pour moi, et c'est pour ça que j'ai dit 6 spontanément, c'est que pour moi il est signé, mais voilà, il est toujours en cours de signature. OK. Hem, on parlait tout à l'heure des salons du livre de Paris. Enfin des salons du livre de manière générale. On parlait aussi du salon du livre de Paris, où tu as effectivement, fait une story, expliquant alors là, on va rentrer peut-être dans la partie peut-être un peu plus technique, de ton métier, où ça implique effectivement le côté maison d'édition, ouh là, pardon, je suis déconcentrée en même temps. Tu n'as plus de lumière. Oui, je vois qu'il se passe des choses par chez toi. Me Non, mais là, Non, non, mais t'inquiète, moi c'est le chat et le chien, toi c'est de ton côté. On a tous on a tous les interférences, qui arrivent. Alors,
La partie plus technique, donc effectivement, on parlait de la partie communication, on parlait de la partie promotion. Les salons du livre, c'est un incontournable, d'autant plus pour des plus petites maisons d'édition. C'est comme ça que vous vous faites connaître, en fait, en étant présent physiquement. D'ailleurs, toi, tu es présente physiquement, sur les salons, c'est aussi important de le souligner, avec tes auteurs ou sans tes auteurs d'ailleurs, des fois. Des fois, ça arrive. C'est ça. Et tu t'étais fendue d'une story il y a quelque temps de ça sur le salon du livre de Paris. Je me Explique-nous sens un petit peu, de quoi, il s'agissait en fait? De quoi tu parlais dans cette story? Alors, faut savoir que le livre de Paris, c'était un peu la référence à l'époque. Quand on est éditeur, qu'on est une petite maison surtout, le rêve, c'est de se dire je vais aller au salon du livre, je vais avoir un stand au salon du livre de Paris, parce que bah, voilà, c'est quand même le plus grand salon de France, voilà, on a envie d'y être, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de visiteurs et c'est vraiment là qu'on peut être vu en fait et pouvoir rencontrer le plus de lecteurs possible. Déjà à l'époque, le salon du livre de Paris, c'était pas donné en termes de prix, mais il y avait des possibilités pour les petits éditeurs comme pour les auteurs auto-édités, d'avoir, un stand pour aller si on était prêt à mettre la main à la poche quand même, d'avoir un stand et d'avoir une place. On n'était pas rejetés. Il y avait aussi la possibilité d'avoir des stands grâce aux régions qui invitaient plusieurs éditeurs, sur leur stand, général. Et Ouais. pendant la Covid, les organisateurs, du salon, ont changé. En fait, on n'a pas renouvelé leur contrat. On a signé un contrat, enfin, ces personnes ont signé un contrat avec d'autres organisateurs Ouais. qui ont voulu retourner à l'origine du salon du livre, le ramener là où il était organisé au tout début. Mmh. Et à l'époque, si je ne m'abuse, le salon avait été arrêté parce que le lieu commençait à devenir trop petit et en plus, il n'était pas très stable. Il y avait des boulons qui tombaient sur la tête des visiteurs, Ah, sympa! voilà, ça commençait à devenir un petit peu dangereux, Mmh. et c'est pour ça que, ils ont décidé de déplacer le salon du livre là où on le connaissait ces dernières années, parce que c'était plus grand. Alors oui, effectivement, il y avait le salon de l'agriculture juste avant. Oui, effectivement, on pouvait avoir un peu des restes de paille ou des odeurs un petit peu de certains disaient: «Ça pue la vache», enfin moi je viens de la campagne et j'ai envie de dire, bah, ça sent la nature et puis, ben, on y est 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure et puis l'odeur on la sent plus quoi. Pour Mmh. y avoir, bossé, pendant 8 jours, oui, l'odeur, effectivement, on la sent un petit peu au début, mais ça passe très vite et On s'y fait. on se fait voilà, ça a jamais empêché les gens de revenir d'une année sur l'autre. Mais bon, on a décidé que, ah bah, c'était un désagrément quand même, le salon de l'agriculture, que ça puait trop, que c'était pas assez, hem, j'aime pas trop dire ça, mais en gros, que c'était pas assez noble pour la culture, cette odeur-là. Ça collait Ouais. pas à Mmh. l'ambiance qu'ils voulaient très, très, très noble, de la littérature. Mmh. Et du coup, et ben, en fait, ils ont déplacé à l'ancien endroit et il faut savoir que qui dit endroit plus petit dit, bah, du coup, moins d'éditeurs, dit du coup, moins de public qui peut rentrer en même temps. Mmh. Heu, alors eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire l'entrée gratuite pour les visiteurs. C'est tout à leur honneur. Moi, je trouve ça très, très bien, que les En visiteurs effet, n'aient pas à payer pour entrer puisque de toute façon, ils entrent pour acheter. c'est ça. Donc Donc oui, faire payer effectivement. pour acheter quelque chose, j'ai toujours trouvé ça aberrant, mais bon, après il faut voir aussi l'envers du décor. Mmh. C'est que quand vous achetez des livres sur un salon, l'argent, il va dans, entre guillemets «les poches» de la maison d'édition, et de l'auteur aussi avec les droits d'auteur. Mais les personnes qui louent le lieu, les personnes, les bénévoles qui gèrent tout, qui vont acheter les boissons, la nourriture, qui vont installer les tables, qui vont faire de la publicité dans la ville, ou avec les médias et cetera, ben, eux, ils dépensent de l'argent aussi pour que ce salon puisse avoir lieu et ils ne touchent pas un centime des ventes. Enfin, Mmh. sauf certains salons qui, prélèvent un pourcentage sur les ventes sur le salon, quand c'est gratuit du coup. Heu, donc voilà, il est normal que ces personnes-là, elles touchent aussi de l'argent, ne serait-ce que pour pouvoir rembourser les dépenses qu'elles font pour que ce salon puisse avoir lieu. Du coup, s'ils ne font pas payer les billets aux visiteurs, ça veut dire qu'ils vont devoir augmenter, les frais pour les maisons d'édition.
Oui, parce qu'évidemment, chose à préciser, peut-être que les gens ne se rendent pas compte, mais bien sûr que, les éditeurs, les libraires, les auteurs, même quand ils viennent tout seuls, les auto-édités ou quoi, payent pour avoir un stand au sein du salon. Au sein de n'importe quel salon d'ailleurs, hein. Alors effectivement, alors il y a certains salons qui sont gratuits, complètement gratuits, c'est vraiment que du bénévolat Moi, j'en ai pur eu à et 5 € ou autre, alors c'était des montants du coup dérisoires, mais voilà, il y a les petits montants, il y a des salons complètement gratuits d'accord. pour nous, il y a des salons qui sont, entre guillemets «gratuits», il y a pas de frais d'inscription, par contre ils vont prélever un pourcentage, sur les ventes. Mmh. C'est eux qui gèrent l'encaissement et du coup, ils nous versent le montant moins ce qu'ils ont prélevé. Et après, il y a des salons qui effectivement, font payer des frais d'inscription de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'euros. Heu, bon, nous, on s'est jamais craché là-dessus, sur tout ce qui est frais et cetera. Mais il faut savoir que le salon du livre de Paris, du coup, comme, ils font plus payer l'entrée, ils ont augmenté les prix des stands. Eh Ce oui. serait, allez, 1 000-2 000 €, encore on dirait rien. Mais ils ont augmenté de plus de 600 le prix des stands. On est passé de combien à combien? Pour donner une Alors idée? là, faudrait retourner voir mon post. Je me rappelle plus des chiffres, mais il me semble que ça on devait, je sais plus à combien. Ah bah, alors je vais aller voir. Je vais te dire ça. Vas-y. Parce que je me rappelle plus des chiffres. J'avais mis attends, ça veut bien me l'afficher. Mais voilà, c'était énorme, c'était plus de 12 000 €, il me semble, Ah oui, pour, heu, c'est ça. Ouais, pour ouais, pour des petits mètres carrés, quoi. C'était ouais. c'était vraiment rien du tout. Enfin, ah si, ça y est, ça l'ouvre. Alors, il est là, je crois que c'était celui-là de poste. Hop. Hem, alors on était à l'époque pour en hors taxe, pour un 9 m², on était à 2 140 € pour le plus petit stand. Ce qui était Et déjà pas rien. c'était déjà pas rien, voilà, effectivement, faut vendre des livres pour rembourser, 2 140 €. Mmh. Et là, maintenant, enfin, en tout cas, cette année, le salon, pour un 12 m² qui était le stand le plus petit avant qu'il fasse quelques propositions d'adaptation parce que énormément de monde a râlé, heu et c'était juste de râler là-dessus, il était quand même à 17 900 € hors taxe. Ouais. Voilà. Donc on est passé de 237 € le mètre carré à 1 481 € le mètre carré. Ce qu'il faut savoir aussi du coup, c'est qu'ils imposaient une limite. On ne pouvait pas avoir plus de 1 500 livres, sur notre stand. Bon, alors, nous, on n'aurait clairement pas eu les 1 500 livres sur le stand, puisqu'on n'a pas le stock, mais voilà, c'est quand même très, très compliqué, heu, sachant que certains éditeurs ont fait le calcul et que si on vendait autour de, 20 € un livre, qu'on 1 500 livres, je viens vendait de les faire le 1 calcul, ça fait 30 000 €. voilà, mais après il faut que tu enlèves, les frais d'inscription, il faut que tu enlèves, les frais de déplacement, les droits d'auteur et cetera et en fait, au final, l'éditeur avait calculé que, la maison d'édition perdait de l'argent. On ne remboursait pas juste les frais d'inscription. Parce que le but d'un salon, c'est quand même justement aussi de vendre des livres et donc de faire du bénéfice, voilà, ça reste une entreprise quoi. Enfin, faut en tout cas, au moins de rentrer dans ses frais quoi. Alors ça dépend. Les petites maisons d'édition, effectivement, notre but, c'est de rentrer dans nos frais. Les grosses maisons d'édition, régulièrement, il faut savoir qu'elles perdent de l'argent sur ces salons. Ah ouais. Mais, en soi, elles s'en moquent parce que pour elles, ces salons du livre, font partie de leur budget communication. Elles ont budgétisé et elles savent qu'elles ont tant de milliers, centaines de milliers d'euros par an pour leur communication, qui comprend les publicités, les flyers, voilà, les grosses maisons d'édition qui peuvent se permettre les bus, les affiches dans les métros parisiens et cetera Mmh. et aussi, les salons. Parce que si on n'est pas présent sur un salon, on est mort, en fait, tout simplement. Moi, je sais que j'ai eu pas mal de retours de personnes qui, alors je peux comprendre leur point de vue, bon ça, c'est pas forcément plaisir à entendre, mais je peux comprendre qu'on puisse penser ça, qui me disaient que, elles pensaient que Raven Edition, ne durerait pas très longtemps. Parce qu'on n'est pas visible.
malheureusement, n'est pas visible. Donc elle disait: «La maison d'édition, elle va mourir comme plein de petites maisons d'édition qui se sont créées, et qui se sont fermées». Je pense notamment à une maison d'édition que je suivais parce qu'elle s'est créée à peu près en même temps que moi. Si je me trompe pas, c'était Edelweiss Éditions, Mmh. qui était plutôt spécialisée dans la romance et qui récemment a annoncé qu'elle devait fermer ses portes, parce qu'ils arrivaient pas. Et c'est qui des gens que tu croises en salon qui te disent des choses comme ça? Ou des Alors non, professionnels ou je l'entends beaucoup des réseaux sociaux. Il faut savoir que la plupart des choses que j'entends, qui font pas forcément plaisir à entendre, viennent des réseaux sociaux. C'est voilà, en direct, la plupart des gens que je rencontre en salon, en fait, ne nous connaissent pas du tout. Mmh. Ils se laissent intriguer par le stand, ils se laissent intriguer par les couvertures, par les histoires, ils discutent avec nous. Ils se laissent tenter et puis ils prennent un livre et on espère, qu'ils nous feront un retour lecture après avoir lu le livre, pour nous dire qu'ils aient aimé ou pas, Mmh. même si c'est pour nous dire: «Désolé, j'ai pas aimé votre livre», heu, tout avis est bon à prendre et toute nouvelle est bonne à prendre. Voilà, c'est toujours un petit pincement au cœur quand on voit nos livres partir et qu'en fait, bah, on sait pas ce qu'ils deviennent, hein. J'ai envie de dire, c'est comme la SPA ou un vétérinaire qui donne des animaux, à des personnes qui ont envie de sauver un animal, pour qu'il soit pas euthanasié malheureusement. Où en fait, on a envie d'avoir des nouvelles quand le propriétaire prend l'animal, mais on veut avoir des photos, on veut savoir si l'animal va bien, s'il est heureux dans sa nouvelle famille. Mmh. Bah, pas nous, l'éditeur, l'auteur, c'est un peu pareil, notre livre, bah, il part, il va trouver son nouveau foyer et ben, ça fait toujours plaisir d'avoir une nouvelle de de «son propriétaire» entre guillemets, pour savoir s'il est heureux avec son livre. Voilà, donc Ouais. je passe un message, si jamais vous avez acheté un de nos livres, n'hésitez pas, à nous faire un retour, voilà, même pour nous dire: «Bah, il m'a pas plu, je l'ai revendu». Bah, tant pis, vous l'avez revendu, ben, mais au moins, on a un retour, quoi. Et est-ce que tu alors justement, en petite maison d'édition, on sait qu'il y en a qui durent quand même, Oui. qui vivent sur la durée. Toi, comment tu envisages l'avenir, en fait, finalement? Alors, faut savoir, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je me suis jamais cachée sur les chiffres et je me cacherai jamais parce que c'est pas quelque chose dont on doit avoir honte, ni rien du tout. Il faut savoir que, pour Raven Éditions, c'est, assez compliqué financièrement. On arrive tout juste à rembourser, les frais qu'on investit dans un livre. Heu, donc du coup, c'est pour ça que, par exemple, on avait fait un Ulule Mmh. pour Chimera. Parce que, ben, on n'avait pas encore remboursé les autres livres, donc au niveau trésorerie, bah, c'était un petit peu compliqué pour investir dans un nouveau livre. C'est pour ça que le Ulule nous a aidés, Mmh. et je remercie vraiment tous les contributeurs, qui, nous ont fait confiance, heu et nous ont aidés pour ce livre-là. C'est aussi pour ça que je ne veux pas, que ça devienne récurrent. Voilà, mon but, c'est pas de dire aux gens: «Bah, financez le livre et achetez-le derrière». Non, Ouais. mon but, moi je suis éditeur, c'est je mets de l'argent dedans, je me rembourse et après possiblement je gagne de l'argent et je peux me verser un salaire. Voilà, ce serait bien si je pouvais me verser un salaire. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour malheureusement. Mais déjà si, l'auteur peut percevoir des droits d'auteur, j'aimerais un jour que leurs droits d'auteur soient décents. Si on peut rembourser, les livres et gagner assez pour pouvoir investir dans le livre suivant, déjà ce serait une grosse victoire pour moi. Mmh. Sachant qu'on dit dans mon métier, c'est ce qu'on nous apprend du tout début, qu'une maison d'édition, en fait, il faut 4 ans. 4 ans, si la maison d'édition elle survit, elle a des chances de pouvoir perdurer dans le temps. Mmh. Parce que généralement, les maisons d'édition, elles coulent avant ces 4 ans parce que c'est pas rentable. Faut dire, surtout avec la crise actuelle, le livre n'est pas, la priorité numéro 1 des Français. Mmh. On achète régulièrement de la nourriture, on achète régulièrement du papier pour l'imprimante, on achète régulièrement de l'encre pour pouvoir imprimer sur le papier. On va régulièrement, acheter des vêtements parce qu'il faut s'habiller ou des chaussures ou on a envie de se faire plaisir, du maquillage ou des bijoux. Mais le livre, une fois qu'on l'a acheté, bah, soit il nous a plu, on le garde, il est dans l'étagère, il est toujours là, soit il nous a pas plu et on le revend pour en acheter d'autres. Mmh. Mais on va pas acheter plusieurs fois le même livre. Donc le livre est un produit, qui est, assez compliqué à vendre,
et qui est difficilement rentable. Voilà, je suis désolée si je casse un petit peu le rêve de beaucoup de personnes, parce que, bah, c'était le rêve de beaucoup de mes camarades de classe à l'époque de se dire: «Bah, je vais devenir éditeur ou je vais devenir libraire et je vais gagner plein d'argent». Mmh. Non, faut savoir que ce soit dans l'édition ou dans la librairie, on vit très difficilement, de son boulot. Mmh. Quand on a envie, on a un salaire vraiment, on a le SMIC quoi, le minimum et il n'est pas rare pour les éditeurs, après pour les libraires, je sais que c'est le cas des fois au début, après ça va un petit peu mieux, mais dans l'édition, il n'est pas rare que l'éditeur ait, ce qu'on appelle un boulot, comment dire? Alimentaire. Alimentaire, ouais. Pour survivre. Pour l'instant, j'ai la chance, au niveau personnel de ne pas avoir besoin, d'avoir ce travail alimentaire. Mais si ça devait durer quelques années supplémentaires comme ça, bah, si je veux continuer à survivre moi en tant qu'individu, effectivement, il faudra que je me trouve un travail alimentaire pour vivre et pour injecter à nouveau de l'argent dans Raven Edition pour, soutenir la maison. Finalement, le fait que tu aies, ouvert en janvier 2020, est-ce que tu penses qu'il valait mieux finalement que ce soit là, plutôt que d'ouvrir bien avant, mais qu'en fait, de se casser la figure à cause de la crise? Heu, Est-ce que ça t'a desservi? Est-ce que finalement, bon, ça c'est comme ça? Enfin, oui, de toute façon, c'est comme ça, mais qu'est-ce que tu quel recul tu as aujourd'hui sur ça? Alors j'avoue que mon avis est mitigé. C'est que, effectivement, je l'aurais créé avant. J'aurais peut-être eu une communauté, disons plus forte au moment de la crise, sachant que comme on a réussi quand même à vendre quelques livres pendant la crise sanitaire, j'aurais eu une communauté en amont, peut-être qu'on aurait, vendu, bah, en tout cas on aurait vendu des livres, ça c'est sûr, mais on en aurait peut-être plus vendu. Mmh, Après, j'aurais pas pu la créer en amont puisque j'ai fini mes études, en 2019 et que j'ai créé ma maison en 2020. ouais. Donc le temps de faire les papiers, le statut, de trouver un expert comptable, une assurance et cetera. Toutes les démarches obligatoires pour avoir une société, bah, ça a pris 6 mois. Mmh. Et donc c'est les 6 mois entre ma fin d'études et le lancement de ma maison d'édition. Hem, Après, est-ce que ça m'a servi de la lancer à ce moment-là? Oui, je peux pas dire non. Après, je n'aurais pas changé la date parce que de toute manière, il nous fallait sortir des livres, pour pouvoir, continuer à vivre parce que, bah, il fallait quand même payer les charges du comptable, de l'assurance, du site internet et cetera. Donc pas de vente, pas de revenus, ben, c'est compliqué de les payer. Mmh. Donc dans tous les cas, il aurait fallu que je la lance à cette date-là. Après et oui, ça nous a desservi dans le sens où quand on est une petite maison d'édition, comme je l'ai dit, les grosses maisons d'édition, elles investissent un budget fou dans les salons du livre, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a 2 modes pour se faire connaître, les réseaux sociaux et les salons du livre. Et les réseaux sociaux, ça a ses limites. C'est qu'à un moment donné, si personne ne partage, les informations qu'on donne, bah, à un moment donné, on va se retrouver avec notre nombre d'abonnés et on ne va toucher que ce nombre d'abonnés et ça ne va pas grandir. Les gens qui ne nous connaissent pas ne nous connaîtront pas plus. Mmh. C'est pour ça que les salons du livre sont essentiels. C'est que pour se faire connaître, bah, il faut aller auprès du public. Il faut le rencontrer, il faut discuter avec lui. Qu'il achète ou qu'il achète pas nos livres sur le stand, c'est pas grave qu'ils prennent juste notre carte, et qu'ils disent: «Ben, voilà, j'irai voir vos réseaux plus tard et si ça me plaît, je commanderai un de vos livres». C'est déjà une victoire en soi. Heu, mais les salons du livre sont essentiels pour notre survie et malheureusement, bah, avec la Covid, les salons du livre, voilà, ils ont été fermés. Mmh. Donc impossibilité d'aller sur les salons du livre, jusqu'à, l'année dernière. Donc du coup, ça a été 2 premières années très difficiles. Une troisième année qui a été compliquée, parce que du coup, c'était la réouverture des salons. Mais, la plupart des salons, bah, ils avaient gardé la liste des invités qu'ils avaient quand le salon a été fermé. Donc du coup, les places étaient prises, puis les places sont très limitées. Il faut savoir que certains salons n'acceptent que 2 à 3 nouveaux éditeurs par an. Ouais. On est plusieurs centaines à se créer chaque année. Donc, la «compétition» entre guillemets, si on peut appeler ça une compétition, bah, elle est rude. Voilà, donc on espère que, ben, l'année prochaine ou l'année d'après, mais l'année prochaine, ce serait bien quand même qu'on arrive à se faufiler là-dedans, et avoir une place pour rencontrer nos lecteurs. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu as le sentiment que l'autre métier que enfin ton métier de libraire, le fait qu'en plus ton métier réside dans le fait de faire les salons,
Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça te permet d'avoir des portes qui s'ouvrent? Parce que du coup, on suppose que tu as les contacts? Alors non, ça ne m'aide pas du tout parce que généralement, c'est les maisons d'édition qui sont en contact avec les organisateurs du salon, Ah oui et pas les toi, on te libraires. dit: «Vas-y», mais c'est pas toi qui as le contact direct, en fait? C'est ça. En fait, c'est comme un faut voir ça comme une boutique, où vous avez le patron qui gère, qui chapeaute tout ça, qui va au banquet, qui a des contacts dans les hautes sphères et puis vous avez le vendeur de la petite boutique, qui lui est en contact direct avec le client, mais bah, lui, il ouvre le matin, il range ses rayons, il fait de la vente et il rentre le soir chez lui, il a fermé la boutique, il est content. Il Mmh. a fait son travail et voilà, il a le salaire qui tombe tous les mois. En libraire en salon, c'est un petit peu ça, en fait. On est vraiment au contact du public. Voilà, c'est nous qui donnons les conseils, qui avons les retours aussi, de lecture parfois quand les clients reviennent en mode, «Ah, vous m'avez conseillé ça l'année dernière, j'ai adoré, est-ce que vous avez de nouveaux conseils à me faire?» Mmh. J'adore cette ambiance-là. On doit aussi gérer les crises, quand il y a des crises, quand malheureusement, bah, il y a des dédicaces et qu'il y a une file monstre, qu'à un moment donné, les éditeurs, ils n'ont pas le choix, ils doivent couper la file. Et que les personnes reviennent nous voir en mode: «Ben ouais, mais je vous ai acheté le livre, mais j'ai pas pu avoir ma dédicace». Ouais. C'est des crises qu'il faut pouvoir gérer aussi, et voilà, malheureusement, bah, c'est pas à nous qui sommes décisionnaires, nous on fait passer le mot de ce qu'on nous «ordonne» entre guillemets. Mais non, être libraire, pour ces salons-là ne m'aide pas du tout à avoir de laissez-passer sur d'autres salons. Ouais. Bon, donc Ça, du c'est bien. coup, ouais, J'aimerais non, bien. c'est ça, c'est que du coup, ça permet aussi de prendre en compte que, tout malgré tout restait à construire pour toi, quoi. C'est ça. En plus, je suis libraire manga, Oui, donc je donc fais en plus, beaucoup pas de le même salons domaine non plus. Mmh. BD manga, Mmh. voilà, c'est pas de roman. Du coup, c'est pas le domaine que je cherche pour inscrire Raven, quoi. Ouais, effectivement. Hem, je suis en train de réfléchir à tout ce qu'on a dit jusqu'ici. On a dit beaucoup de choses, mine de rien. Beaucoup de choses. C'est vrai que du coup, on a des petits soucis de lag, alors ça aide pas, à avoir, de la participation au niveau du chat, c'est pas grave. Hem, Malheureusement. toi, enfin, effectivement, on en parlait un petit peu, hein, de l'évolution, là, ton objectif dans tous les cas, c'est Ravenne, Mmh. quoi qu'il arrive. Tu Est-ce que tu choisis aussi un peu tes auteurs, alors par rapport au livre effectivement, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, de te dire finalement en discutant avec la personne, de dire: «Je sais pas si j'ai envie de travailler avec, j'ai adoré son bouquin mais ah, j'ai peur que ce soit compliqué». Alors, ça ne m'est jamais arrivé dans le choix du manuscrit. Il se trouve que j'ai eu la chance, que pour toutes les personnes pour qui j'ai signé le manuscrit, on se soit super bien entendus presque de suite. J'espère que le ressenti est le même de leur côté à eux. Mais non, j'ai eu de la chance de tomber sur des personnes géniales, vraiment adorables, avec qui je m'entends très bien. C'est pour ça aussi que le concept un peu de famille, avec les auteurs, fonctionne si bien. Après, il m'est déjà arrivé d'avoir cette impression-là, pour un auteur, que j'ai failli signer. Heu Dans le sens où c'était un des premiers à m'avoir envoyé son manuscrit, à l'époque où j'avais lancé l'ouverture des manuscrits et Craven n'était pas encore officiellement lancé. C'était, vers octobre-novembre 2019 quand j'avais lancé les réseaux sociaux pour justement pouvoir avoir un manuscrit et pouvoir publier assez rapidement après l'ouverture de la maison d'édition. Hem, donc comme c'était parmi les premiers, je lui avais répondu très, très rapidement. Ouais. Il me semble que c'était j'y avais répondu dans un délai d'une semaine ou 2 semaines, mais parce que, bah, il était parmi les premiers manuscrits que je lisais, donc j'avais du temps à ce moment-là. Je pouvais lire très vite et puis j'avais été vraiment conquise par son livre, hem, qui était de la dark fantasy et OK. je suis assez fan de dark fantasy, donc non, j'avais adoré, adoré, donc j'y avais répondu de suite. Je me suis dit: «Je vais pas perdre mon temps à me dire, je vais attendre 3 semaines, un mois juste pour qu'il ait l'impression que j'ai pris du temps pour étudier son manuscrit», sachant que je l'ai quand même lu en entier, qu'il m'a accroché direct et j'ai pas envie qu'il aille signer ailleurs, donc je vais, lui écrire de suite. Il se trouve que, la crise covid est passée par là, en plus cette personne, bah, à l'époque, elle faisait un tour du monde.
Donc, OK. c'était très compliqué de la joindre. La personne n'avait pas internet tout le temps. Du coup, les échanges étaient en intermittent et il m'avait expliqué à l'époque, bah, au départ, que bon, il s'était un petit peu inquiété que j'ai répondu aussi vite. C'est vrai que généralement, on dit que les maisons d'édition répondent en plusieurs mois, mais là, je Eh venais de oui, me créer, donc oui, voilà, donc forcément, oui. ça s'est fait comme ça. Et que du coup, ben, il avait bien retenu que je voulais signer avec lui, heu, et qu'il me recontacterait. Il attendait les réponses d'autres maisons d'édition, dont de grandes maisons d'édition. Ce OK. que je comprends tout à fait, hein, s'il pouvait avoir la possibilité d'aller dans une grande maison d'édition. Bon, moi, ça m'a pas fait forcément plaisir de dire ça, mais du point de vue de l'auteur, je comprends tout à fait. Et il se trouve que, bah, le temps passait, j'avais pas de réponse, je l'ai recontacté plusieurs fois. La personne m'avait donné une date pour me dire: «Non mais je reçois les dernières réponses à cette date-là, donc bah, je vous promets, quand j'ai les réponses, je vous recontacte juste pour vous dire, ben, oui, je signe avec Oui vous ou ou non, non, ouais. je signe Mmh. avec quelqu'un d'autre». Je fais: «OK, il y a pas de souci», je veux dire, je suis assez ouverte là-dessus. Et puis le temps passe, le temps passe, le temps passe, toujours pas de nouvelles et un jour, j'ai eu, le la joie, hein, faut je suis pas très douée pour exprimer l'ironie, mais c'est tout à fait ça. J'ai eu le plaisir, de découvrir sur les réseaux sociaux, un post d'une des maisons d'édition, que je suis, qui annonçait, la sortie d'un nouveau roman et le titre, il m'a parlé de suite. Mmh. Et c'était Voilà et celui-là. c'est en regardant les réseaux sociaux que j'ai appris que l'auteur que je voulais signer et que j'attendais depuis des mois et des mois et des mois et des mois, Mmh. hem, avait signé avec une autre maison d'édition, heu, voilà, sans même me dire en fait juste: «Non, je ne signerai pas avec vous, je préfère signer avec quelqu'un d'autre», quoi. Voilà Oui, parce qu'effectivement, c'est le et jeu, mais à partir du moment où la personne s'engage à te donner une réponse, voilà, je veux dire, moi, une personne me dit: «Bah non, je préfère signer avec une autre maison d'édition, qu'elle soit plus grosse que moi ou juste même de la même taille que moi, mais que la personne ait eu un meilleur feeling avec une autre maison d'édition», moi, ça me dérange pas du moment que l'auteur se fasse éditer. Parce ouais. que le rôle d'un éditeur, à la base, c'est ça quand même, c'est de réaliser le rêve d'une personne, voir son livre édité. Moi, je le prends comme ça, en tout cas. Donc que cette personne réalise son rêve avec moi ou avec un autre éditeur, au final, je m'en moque. Ouais. L'important, c'est qu'elle réalise son rêve. Voilà, mais au moins que la personne ait la politesse, de me dire: «Bah non, je signerai pas avec vous, j'ai décidé de signer avec quelqu'un d'autre». Ouais. Là, ça s'est pas fait et je dois avouer qu'à ce moment-là, je me suis dit, entre les délais de réponse très longs, hem, les promesses non tenues et cetera, effectivement, je me suis dit: «Si j'avais signé avec cette personne, peut-être que ça se serait pas si bien passé que ça». Ouais. Voilà. Après, je n'ai jamais rencontré cette personne en vrai, peut-être que c'est une personne très sympathique et que mon jugement sur l'instant, bah, était lié à ma frustration, on va dire. Mmh. Mais effectivement, j'ai pensé que, ça il se serait peut-être pas entendu avec moi ou peut-être même avec mes auteurs. Mmh. Et le but, c'est vraiment de garder un côté convivial et que si des personnes se mettent à la jouer solo ou à retarder le travail, sachant que le travail est déjà assez long comme ça, Ouais. heu, C'est pas voilà, ça l'aurait l'idéal, pas fait. quoi. Non. C'est pas très classe, en plus. Donc au final, Il faut le dire. je regrette dans le sens où en tant qu'éditeur, bah, j'ai l'impression d'être passée à côté d'un manuscrit super chouette. Mmh. D'un autre côté, je me dis qu'au final, le livre, il est sorti et que, bah, des lecteurs l'auront lu, Ouais. donc tant mieux. Mais je regrette pas dans le sens où comme je ne sais pas ce que serait devenue la relation entre lui, moi et les auteurs, au final, c'est mieux comme ça. Mmh. Voilà. Ta maison d'édition est spécialisée dans la littérature de l'imaginaire, Mmh. clairement. Est-ce que tu as déjà reçu des remarques, du dédain? Je dis ça parce que je sais que Cristal, notamment aussi, a déjà, des fois ressenti ça de la part de confrères, consoeurs, un peu, regard de haut en mode, «Ah, c'est pas de la vraie littérature, quoi». Est-ce que toi, en tant qu'éditrice, tu as déjà ressenti ça? Est-ce qu'on t'a déjà fait ressentir ça, que ce soit dans des salons ou ailleurs? Alors, effectivement, je l'ai déjà ressenti, mais c'est pas forcément, en salon. J'ai eu de la chance vraiment d'être tombée, toutes les personnes qui se sont approchées, du stand, qui ont discuté avec nous, c'était des personnes bienveillantes.
Certaines m'ont clairement dit que la fantasy, l'imaginaire de manière générale, c'était pas du tout leur type de littérature, Mmh. mais elles ont quand même pris le temps de discuter, de se renseigner, et juste ça, ça fait plaisir, vraiment, même Oui, quand on n'aime pas, de juste essayer de connaître, en fait, et après on peut dire qu'on n'aime pas, mais au moins on essaye et ça fait plaisir. Après, je l'ai plus ressenti souvent sur les réseaux sociaux ou des échanges comme ça de lecteurs, qui effectivement, certains sont très, je dirais classiques, littérature générale, mmh. et qui effectivement, ben, considèrent, que, les grands noms qu'on connaît, Musso, Lévy, Nothomb, hem, ou même, ah, comment j'ai son nom? Annie Ernaux, qui a reçu Mmh. le prix Nobel récemment. Mmh. Bah, que ce sont eux les grands noms de la littérature et que le reste, en fait, limite que ce serait même pas de la littérature française, que ce serait Mmh. plutôt, de la littérature qui nous vient des États-Unis, un petit peu comme les films de super-héros et cetera, Mmh. que c'est pas l'héritage français, heu, contrairement à la littérature blanche qui a bah, l'édition a commencé avec elle donc mais j'ai envie de dire que le paysage français, en fait, s'il est si beau, c'est parce qu'il est diversifié. Mmh. Et que du coup, s'il y avait pas l'imaginaire, la romance, le polar, la poésie, toutes ces choses-là, en fait, ben, ce serait beaucoup moins beau et moins marrant et j'ai Ouais, envie de dire que alors, tout le monde peut trouver son compte, quoi. ouais, Mmh. alors en plus c'est très rigolo parce que Musso Mmh. Lévy, alors que j'aime bien en demeurant, hein, pour le coup, on est bien d'accord que leur formation vient d'une école de New York, il y avait pas quelque chose comme ça? Si, ils ont été formés aux États-Unis, je crois, sur leur manière d'écrire les romans et cetera. J'avais lu un truc comme ça il y a très longtemps, Possible, c'est possible. mais bon bref, du coup, ça me fait rire que des gens disent: «C'est ça le vrai héritage de la littérature française», Oui. si c'est un schéma, qui a été appris, ailleurs, mais bon, mettons. D'ailleurs, encore une fois, je n'ai absolument rien contre eux, hein, j'aime bien ce qu'ils font, mais bon, ouais, des fois, c'est peut-être juste le plaisir de dire, en fait, je ne lis que ce qui est recommandé ou ce qui a reçu des prix et le reste, ça n'existe pas, quoi. C'est ça. Mais bon, en soi, l'important, c'est qu'on ait des gens qui aiment ce qu'on fait. Mmh. Voilà. Qu'il y ait une personne ou qu'il y en ait 1 million. Pour nous, c'est la même chose du moment qu'on arrive à satisfaire cette personne. Si on arrive à lui procurer du plaisir, si on arrive à la faire voyager avec notre livre, on a gagné. Même une personne, ça suffit. C'est beau. C'est beau et Merci. ça, tu vois, ça me donne envie de clôturer sur ça parce que je pense pas qu'on arrivera à avoir une conclusion plus philosophique, que celle que tu viens de faire à l'instant. Mais non, mais écoute, en plus, je pense qu'effectivement, on a fait un gros tour d'horizon, je pense, de ton quotidien, Mmh. de ton parcours, de ton quotidien, de ce que tu traverses, de ce que tu as traversé, de ce que tu traverses aussi aujourd'hui. Montrer, ben, qu'est-ce que c'est, une maison d'édition, comme la tienne, qui fonctionne, bah, juste avec toi. Quelle est la réalité derrière ça? Tu le disais, tu ne payes pas de salaire. Tes auteurs ont leur droit d'auteur, hein, évidemment. Mais voilà, il y a une réalité derrière, à laquelle il faut prendre conscience. Et en fait, tu vois, j'allais dire, on va conclure dessus, mais ça me fait penser à quelque chose d'autre. Je sais que tu n'as pas de diffuseur. Oui, C'est un choix. C'est un vrai choix, pour le coup, que c'est tu un as fait. choix. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? Alors, comment expliquer ça? À la base, c'est surtout un choix quand même financier, faut être honnête. Faut savoir que quand on a un diffuseur-distributeur, nos livres peuvent être trouvés. Je dis bien peuvent, ce n'est pas obligatoire. Toute Mmh. maison d'édition qui a un diffuseur-distributeur n'est pas forcément en librairie. Mais si on en a un, il y a possibilité, d'être en librairie dans les rayons. Faut savoir qu'un diffuseur-distributeur se prend, du coup, il est payé, il se prend une marge sur le prix du livre, hem et il se fait payer sur les flux qu'on appelle les flux allés, c'est-à-dire quand il envoie les livres à la librairie, Mmh.
quand il lui amène, on paye des frais dessus. Et la librairie, elle a un droit de retour où, au bout de X mois, si elle n'a pas vendu le livre, elle peut le retourner à la maison d'édition ou au diffuseur-distributeur si c'est eux qui gèrent le stock. C'est ce qu'on appelle le flux retour, quand la librairie renvoie le livre. Le diffuseur-distributeur va se prendre à nouveau de marge sur le prix pour ces flux de retour. Parce que il y a le transport, il fait un travail, donc il faut le payer. Donc au final, on paye pour que la librairie ait le livre. La librairie n'a pas vendu le livre, elle nous le retourne, donc nous, on n'a pas gagné d'argent dessus, mais en plus, on repaye à nouveau pour que le livre nous soit renvoyé. Et en plus de ça, souvent, je dis pas que les lecteurs sont pas très soigneux dans les librairies. Au contraire, ceux qui aiment les livres, ils font très attention à les librairies, mais prendre un livre, le regarder, le retourner, le feuilleter, le remettre dans le rayon, le ressortir, le re-rentrer, le ressortir, le re-rentrer, le fait que les libraires le bougent de place de temps en temps, la poussière dans la boutique, etc., 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 fait que un livre, souvent, quand il est retourné de librairie, il est plus vendable, parce qu'il a la couverture abîmée, il a des pages cornées, il est plus vendable, donc dans les grosses maisons d'édition, souvent ces livres, où ils vont au pilon. Et mon choix personnel, c'est que aucun de nos livres ne soit détruit. On imprime, on a coupé des arbres pour ça, on a utilisé beaucoup d'eau pour faire le papier, pour imprimer, etc. C'est beaucoup de gâchis, je trouve, que de détruire des livres, même si maintenant ils sont quand même je crois qu'on a quasiment atteint le 100% de recyclage. Mhm. Mais je veux pas qu'on ait imprimé des livres et de se dire, bah voilà, je l'ai imprimé, je le détruis. Non. Un livre imprimé est un livre vendu, qu'il faille une semaine ou 6 ans pour le vendre, le livre, il a été imprimé, il sera vendu et il restera en vente jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. Donc, voilà, j'ai pas voulu avoir de diffuseur-distributeur pour cette raison. Qu'est-ce que t'en fais Économique, alors? écologique. J'en fais que ils sont stockés au bureau. J'ai une pièce dédiée où il y a tous les livres imprimés. Et puis, quand on nous commande des livres, que ce soit une librairie parce qu'un client lui a demandé de le commander, ou que le livre soit directement commandé sur notre site internet, ou qu'on les prenne pour aller en salon, tous les livres sont dans cette pièce. Et puis, ils attendent que quelqu'un veuille bien d'eux pour les adopter, tout simplement. Non, en plus, je me suis mal exprimée. Tu en fais quoi, des livres? Parce que tu as quand même des livres en librairie, parce que tes auteurs, il y a du dépôt-vente qui peut être fait ou autre, donc il y a certains des livres qui peuvent être faits. S'il y a des livres ou en salon, par exemple, si, tu as un livre qui va être corné en salon ou autre, Oui, qu'est-ce ah que oui. tu en fais, du coup, si tu veux pas les détruire? C'était dans ce Alors, sens-là ma je les question. laisse Qu'est-ce que tu en fais stocker. des livres si tu veux pas les détruire? S'il y en a qui, malheureusement, Alors oui, sont plus vendables. effectivement, c'est vrai qu'en salon, j'ai toujours un ou 2 livres qui est abîmé parce que, je suis obligée d'en ouvrir au moins un pour le mettre sur le présentoir et que les gens puissent voir les décorations à l'intérieur, le feuilleter un petit peu, et cetera. Sinon les autres sont sous blister. Donc effectivement, j'ai toujours un ou 2 livres abîmés, en salon, sachant que j'essaye quand même, de garder le même livre d'un salon sur l'autre pour pas en ouvrir 15 et en abîmer 15. Mmh. Mais sinon, des fois, il arrive que quand j'ouvre un livre de son blister, il soit abîmé de base parce qu'il s'est abîmé pendant l'impression ou il s'est abîmé pendant le transport et à ce moment-là, le livre est mis de côté et c'est les livres que je donne quand on fait des concours, par exemple. Parce que voilà, le livre, il est pas détruit, il est pas illisible, il est pas moche, il a des petites imperfections, on va dire ça comme ça. Et du coup, ces livres-là sont utilisés pour les lots, concours qu'on fait, sur les réseaux sociaux notamment. Ou quand un instagrammeur nous contacte parce qu'il a envie d'organiser un concours sur sa page et qu'il aimerait qu'on participe, si on peut, on le fait. Et c'est ces livres-là qu'on met, voilà, sachant qu'on le stipule, je ne le cache pas, le livre, c'est pas Oui. un livre neuf parfait, il a Oui, des tu le imperfections. précises bien, quoi. Mmh. Voilà, mais je préfère le donner que le détruire ou le jeter. Ouais. Voilà. Il y a pas de respect de la part de mon chat, hein. Depuis tout à l'heure, elle fait des allers-retours, alors après, c'était bien, elle faisait un peu statue là, déesse égyptienne, posée là derrière à Ouais, je suivre. la voyais. Toi les chats ça te parle, hein? Parce qu'on va peut-être, pour le coup clôturer sur ça, sur, l'origine du nom Raven. Alors il est partagé sur plusieurs choses, mais
en Alors, bah, l'occurrence? en l'occurrence, Raven, c'est le nom de mon chat, mais il se trouve que j'ai eu mon chat à peu près au moment où j'ai décidé de créer ma maison d'édition, que OK. je voulais aussi appeler Raven. Donc, qui a eu le nom de qui? Est-ce que la maison d'édition a eu le nom du chat ou est-ce que le Est-ce chat que a le eu le chat nom a de eu le la nom de la maison maison d'édition? d'édition? C'est, l'histoire de l'œuf et la poule, en fait, hein, on sait pas trop. Voilà, c'est ça, c'est vraiment c'est pas Pourquoi Ravenne, mais du ouais. coup? Pourquoi Raven? Le chat parce qu'il était noir, tout simplement. Et puis je suis fan des corbeaux. J'adore les corbeaux, faut le savoir. Du coup, en plus, si je ne m'abuse, dans la version originale, le corbeau de Maléfique s'appelait Raven, avant qu'il change son nom, dans la version, live, qu'a fait Disney, ces dernières années. Mmh. Et dans la famille, tous nos animaux ont des noms de personnages de Walt Disney, Ah! tout simplement. C'est une Voilà, tradition. même pas en fait, c'est juste qu'on a tous eu à peu près en même temps des animaux et que quand on s'est annoncé les noms, on avait tous choisi des noms de personnages de dessins animés. Il y avait Mowgli, il y a eu Abu, là il y a Raven du coup, Il y a? heu, hein? Et j'ai pas entendu le dernier nom? Et il y a Raven, parce que je le prononce à la japonaise. Pas Alors c'est c'est pas bon, tu m'as Raven, perdue, c'est du coup. Raven. D'accord. Mais bon, pour la maison d'édition, c'était plus simple d'appeler Raven, parce que les Oui. gens ne diraient pas Raven édition. Donc autant dire Raven, ça va, c'est plus simple. Mais voilà, le chat s'appelle Raven, pour le coup. D'accord. Et voilà, voilà, c'était, je voulais un nom de dessin animé. Voilà, à savoir, je compte à un moment donné avoir un chien qui s'appellera Rox. Voilà. Allez, Rox et allez, Raven, on n'est pas tout à fait sur le mais OK. voilà, mais c'est des noms que je donne, hein, que j'aimais bien. Je comprends. Voilà, voilà, mais ouais, c'est le nom du chat. Et d'ailleurs, il est pas venu, il s'est fait discret pendant Ah! le live. Tu craignais qu'effectivement il passe devant la caméra. Je me souviens avant qu'on commence, Je tu craignais surtout disais, pour son grand frère Domino. ouais. Domino, bah, qui ne vient jamais d'habitude et qui, bah, pendant qu'on faisait les préparatifs pour le live, arrêtait pas de passer devant la caméra, mais là, il s'est mis à côté. J'avais peur qu'il pleure aussi, puisque Domino est une grosse pleureuse. Ah! Heu, depuis tout petit, il a peur de l'abandon, donc il pleure tout le temps. Ah! Et là, bah, non, il s'est couché sur la sellette pas très loin de moi, là, derrière l'écran et il dort bien. Et Raven, bah, je sais pas où il est. Ah! Il se cache. Je sais pas. Je le verrai peut-être Ah, après le live. ouais, elle est aussi derrière l'écran, je sais pas, elle observe, elle Ah, il surveille est peut-être les sur un lit aussi, c'est possible, ah hein, ça! Raven adore les couvertures, donc ça Moi, ça tu ça vois, change mon rien. quotidien dans le bureau, c'est, le chien à mes pieds et le chat sur la banquette, sous la fenêtre. Et c'est débile, tu vois? Tu baisses la tête, tu en as une, tu lèves les yeux, tu en as l'autre. Là, pour te dire, j'ai le chien qui a les 4 fers en l'air, au pied de ma chaise. Donc d'ailleurs, je fais toujours super gaffe quand je bouge ma chaise, parce que j'ai hyper peur de lui écraser une patte ou la queue, c'est une horreur. Je Et comprends tout à là, fait. elle a l'air malheureuse, hein. Très concrètement, je pense Ah non, qu'on est mais sur un chien je maltraité. ne doute pas qu'avec nous, les animaux soient une vie, Une vie terrible. franchement, dans leur prochaine vie, il faudrait leur amener quelque chose de mieux, hein, parce que Ah ouais, non, ils ont là, été je pense qu'ils maltraités dans cette souffrent. vie, hein, Ah oui, donc oui, voilà. clairement, je pense qu'ils souffrent terriblement. C'est une horreur. Bon, si on en vient à parler de nos animaux, c'est qu'effectivement, notre épisode vient à la fin, à sa Si fin. tu veux bien, je veux bien passer un message. Ah! Eh ben vas-y, je t'en prie. Parce que c'est des retours que j'ai pas mal eus sur les réseaux sociaux, et je peux comprendre d'un point de vue d'un lecteur. Après moi, j'aimerais dire ça du point de vue de l'éditeur et de l'auteur. Mmh. 2 cas où, il m'a déjà été rapporté, que certains lecteurs disaient, par exemple, que, ils trouvaient les couvertures de nos livres magnifiques et Mmh. ça me touche beaucoup parce Mmh. on y travaille, que, le résumé donnait, vraiment envie. Ça me fait plaisir aussi parce que je me casse un peu la tête pour trouver des résumés. Ouais, c'est pas évident. Hem, que les premiers chapitres qui sont mis en ligne gratuitement sur notre site internet pour ceux qui sont curieux, voilà, on met en ligne les premiers chapitres gratuitement parce que je veux que quand la personne, elle achète notre livre, bah, en fait, elle se dise pas après, «J'ai été trompée». Mmh. Voilà, vous avez les premiers chapitres, ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Si ça vous plaît pas, bah, vous dépensez pas, vous perdez pas 18-19 €. Mmh. Par contre, si ça vous plaît, ben, voilà, vous savez que vous avez peu de chances d'être déçus.
parce que ça vous a tenté. Voilà, donc il disait que les premiers chapitres mis en ligne, ben, ça l'avait hypée, que ça donnait trop envie de découvrir la suite et tout, heu, mais qu'elle n'achèterait pas les romans, parce que nous sommes une petite maison d'édition et que du coup, elle a peur d'être déçue. Oh vache! Voilà. Autre cas aussi, des personnes qui voient les avis que font les influenceuses avec qui on travaille. D'ailleurs, je tiens à dire que les influenceuses sont absolument libres de dire ce qu'elles veulent. C'est arrivé que certaines fois, les influenceuses aient abandonné leur lecture parce qu'elles n'ont pas accroché. Bah, comme je l'ai dit, de toute façon, ça peut plaire ou ne pas plaire aux personnes. Voilà. Tous les avis sont libres. On n'a aucun contrôle là-dessus. Donc voilà, si vous avez une influenceuse que vous suivez et qui a chroniqué un de nos livres, et ben vous savez vraiment son avis là-dessus, honnête et entier. Et ben il y a des personnes qui voient ces avis et qui disent: «Ah, bah, ce livre, il a l'air génial, je le mets dans ma wishlist». Ou alors, bah, je vois que c'est une duologie ou une trilogie. Pour Tueuse d'Alpha, c'est même un peu plus que ça parce qu'il y a 4 ou 5 livres de prévus, Mmh. même si ce sont des one shot chacun, je le précise. Zut! Hem, Moi, je voulais une suite. et ces personnes elles disent: «Bah, je vais attendre que, tous les livres soient sortis et je m'achèterai la série en entier». Mmh. Je peux comprendre que l'attente, ce soit compliqué. Même pour moi en tant qu'éditrice, là, j'ai reçu, les tomes 2 de Algornaram et de Tueuse d'Alpha. J'ai également le tome 2 d'Apocalypsis qui va arriver là vraiment dans très, très bientôt. Même pour moi, l'éditrice, l'attente est très longue pour connaître la suite, des aventures de ces personnages. Mmh. Heu, donc je peux comprendre qu'on se dise: «Ben, je veux pas attendre dans mes lectures, donc je vais attendre que la série soit terminée et je vais tout acheter d'un coup». Après, j'ai vraiment envie de vous dire, ça fonctionne quand c'est une grosse maison d'édition. Pour les petites, on n'a pas énormément de trésorerie, on est à flux tendu. Ça veut dire que, bah, l'argent rentre, bah, il sort de suite pour financer autre chose. On n'a pas de fonds de trésorerie immense, pour pallier et prévoir plusieurs sorties. Donc, si vous vous dites au tome 1: «Bah, je vais attendre qu'il y ait le tome 2 et le tome 3 qui soient sortis», bah, je peux pas vous en vouloir, c'est normal. Mais il faut bien que vous compreniez que si personne n'achète le tome 1, les tomes 2 et les tomes 3, ils ne sortiront pas. Parce qu'on n'aura plus l'argent pour sortir les livres.